Bonjour à tous et merci d'être si nombreux pour un sujet qu'on pourrait croire épuisé, la question de la démocratie et du communisme. Pour me présenter rapidement, je suis philosophe de formation et donc c'est important, je veux le souligner dans un instant. Si vous vous intéressez éventuellement à ce que j'ai écrit, j'ai publié récemment aux presses universitaires de Louvain un livre qui s'appelle Le sens de la philosophie et une réédition d'un autre qui s'appelle Pour un pacte démocratique, l'enjeu d'une double assemblée. La double assemblée étant une assemblée, bien sûr, telle qu'elle existe aujourd'hui, de partis, mais aussi de conseils. On a l'occasion d'en reparler. Voilà. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est démocratie et communisme, le débat chinois à la lumière de l'expérience chinoise, mais même dans l'ensemble, évidemment, du mouvement communiste. D'abord, un petit avertissement, il ne s'agit pas de politique, ici, il s'agit de philosophie politique. Donc, il n'y aura pas de discussion sur les circonstances historiques telles qu'elles... Enfin, il y aura des allusions, fatalement, mais il s'agira de parler plutôt de ce que Mao Tse-tung a essayé de faire bouger dans cette tradition communiste. Mais c'est sur une base double qui est d'une part que pour moi l'échec, si vous voulez, tout de même un a priori, du communisme est général, mais qu'en même temps, ça exclut toute idéologie unilatérale. C'est pas parce que le communisme a échoué historiquement, en tout cas pour le moment. On peut toujours dire que les révolutions mettent du temps. C'est ce que disent d'ailleurs ceux qui sont encore partisans du communisme. Pensez à la Révolution française. Elle a été d'application plus ou moins telle que nous la connaissons à partir de l'après-guerre. Donc entre 1789 et 1945, vous voyez le temps que ça a mis. Donc, mais ce qu'il faut malgré tout accepter, c'est que le communisme est représentatif d'un idéal d'égalité et de communauté. En tout cas, oui, de communauté, on peut dire ça comme ça. De communalité, je préférerais le mot, mais ça prendrait un peu trop d'explications pour en parler. Voilà, donc c'est sur cette base-là que je dirais que, bien sûr, il y a un livre noir du communisme, le nombre de morts, d'échecs, etc., mais même d'échecs sanglants, c'est ça les livres noirs. Vous savez bien, c'est une mode maintenant de publier le livre noir mais il y a un livre noir du capitalisme ou de l'impérialisme ou de la démocratie même qui existe aussi. Donc on ne va pas commencer à compter les morts, et ce n'est pas à ce niveau-là que les choses se comprennent de façon, du point de vue de la philosophie politique. Et en somme, il s'agira de montrer les apports avortés, parce que c'est avorté, c'est ce que j'essaierai de vous montrer, de la Chine de Mao Zedong. Oui, enfin je dirais Mao Tse-tung parce que nous avons plus l'habitude de le dire. La vraie prononciation, paraît-il, c'est Mao Zedong. Donc l'apport avorté de la Chine de Mao Tse-tung à la démocratie, malgré les leçons finalement inappliquées de ses essais philosophiques. Le rôle de la paysannerie qu'il a développé dans la nouvelle démocratie, contre le point de vue traditionnel des communistes, du marxisme-léninisme et de Staline sur le rôle unique et directeur des ouvriers, la liberté intellectuelle à laquelle il a fait appel, la liberté intellectuelle mais aussi artistique et scientifique, et même l'audace à se révolter. Oser se révolter, c'est un slogan, on peut l'appeler comme ça, qui a été lancé pendant la fameuse révolution culturelle de Mao Tse-tung. Et ça a été développé dans 3 autres textes, de la pratique, de la contradiction et de la juste solution des contradictions au sein du peuple. On va y revenir. Depuis l'idéal de la Commune de Paris, face aux 2 révolutions culturelles, sur fond donc toujours d'égalité et de commun, toujours menaçant dans notre monde trop unilatéralement libertaire, subjectiviste et individualiste. Le paradoxe, c'est que, je pense que, je vous le dirai, mais autant dire ma thèse qui s'est imposée à moi, c'est que ce subjectivisme idéaliste, le marxisme-léninisme et le maoïsme n'en ont pas été exempts et même sont tombés pleinement dedans. Alors, un deuxième avertissement, c'est l'orientation philosophique. J'insiste dessus. Qu'est-ce que c'est pour moi l'orientation philosophique ?
Ben c'est le questionnement, bien sûr. La philosophie, c'est d'abord une mise en question des évidences, etc., des étonnements. Mais ce n'est pas, contrairement à ce que dit une Vulgate aujourd'hui, entre autres sous l'apport d'un très grand philosophe, Gilles Deleuze, ce n'est pas produire des concepts directement, ou surtout uniquement. La philosophie, pour moi, ce n'est pas ajouter une théorie ou un concept de plus. Après, toutes les théories, non seulement scientifiques, au sens de la physique ou de la chimie, mais même au sens des sciences humaines, la sociologie, la psychologie, la psychanalyse, l'économie, etc., nous en donnent plus à qui mieux. Des concepts, nous en sommes abreuvés dans les journaux tout le temps. Donc on ne voit pas très bien ce que la philosophie viendrait faire là-dedans, sinon en ajouter un, mais à partir d'une compétence dont on ne voit pas, puisqu'elle n'a pas d'examen de terrain. Hein, il n'y a pas d'enquête sociologique ou économique, enfin, il n'y a pas d'enquête philosophique au sens strict du mot, sauf si on le prend au sens de Socrate, bien sûr, de celui qui interrogeait les gens dans la rue. Mais enfin, les concepts, ce n'est pas le but de la philosophie, ce n'est pas le but dernier de la philosophie. Bien sûr, la philosophie s'appuie sur des concepts. Hein. Les idées, c'est un concept de Platon. La critique, c'est un concept de Kant. Mais ce n'est pas le dernier mot. Et on n'a rien compris à Kant ou à Platon quand on a dit le mot idée ou le mot critique. En fait, le sens de la philosophie, c'est le sens des enjeux qui passent à travers les concepts. Et je vous donne 3 exemples. Premier exemple, c'est le sens de la démocratie, justement. Qu'est-ce que c'est avoir le sens de la démocratie? Ben, ce n'est pas simplement connaître les concepts de la démocratie. Erdogan, le leader, le Premier ministre hongrois, ben, je suis sûr qu'il connaît les concepts de droits humains, de multipartisme, il pratique d'ailleurs le multipartisme en Hongrie, d'élections libres et de séparation des pouvoirs, même s'il ne les respecte pas. Mais justement, donc connaître les concepts, ce n'est pas être démocrate. Même un dictateur, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un régime au monde qui ne met pas le mot démocratie dans sa constitution ou dans son titre, etc. Le sens de la démocratie se perçoit quand on a le sens de la tension des divisions que la démocratie met en avant. Et on ne va pas faire tout un cours là-dessus maintenant, ni une conférence là-dessus, mais je ne donnerai qu'un seul exemple. C'est la division entre égalité et liberté. Vous avez le sens de la démocratie si vous avez le sens de cette tension entre deux, et que vous la maintenez, cette tension. Que vous ne passez plus tout d'un coup du côté de l'égalité absolue ou de la liberté absolue. Le sens de la démocratie, c'est précisément le sens de cette tension entre liberté et égalité, et on voit bien que ça va au-delà du concept de liberté ou d'égalité. Outre le fait que, amusons-nous bien à donner une définition claire de égalité et de liberté. Voilà. Donc cette tension entre égalité et liberté, le sens démocratique de cette tension, c'est elle qui doit nous guider quand on prétend avoir le sens de la démocratie. Deuxième exemple, le sens de la connaissance. Bon, qu'est-ce qui a l'air souvent de définir la connaissance? Ben, l'observation, la théorie, l'expérimentation. Alors voilà, ça c'est les grands concepts qui organisent la connaissance. Mais tout ça peut être remis en question et ni les faits isolés, ni les causes linéaires, les causes uniques et linéaires ne rendent compte d'une véritable connaissance. Le sens de la connaissance, ça se distingue d'abord des opinions et des savoirs, même des savoirs. Je veux dire, il y a des savoirs empiriques qu'on a grâce, par exemple, à la sociologie. Ce n'est pas pour autant qu'on peut parler de connaissances scientifiques au sens de la physique ou de la chimie en sociologie. Voilà, donc des résultats unilatéraux ou prétendument définitifs, autant que des sondages limités, ne sont pas des preuves de connaissance. Ce sont des faits, bien sûr, mais ce sont des faits qui doivent être mis en perspective, qui doivent être mis en contexte, qui doivent être mis en contexte historique. Toute connaissance est historique. Ça veut dire qu'elle n'est jamais achevée. Il n'y a pas de fin de l'histoire, ça on va y venir maintenant, mais il n'y a pas non plus de fin de la connaissance, je dirais presque heureusement. Le sens des connaissances, ça n'est pas relativiste pour autant, mais il se sait réfutable toujours, même en sciences dures, même en sciences physiques ou chimiques ou biologiques. Il se sait réfutable, il se sait révisable et même susceptible de refondation. Hein. Pensez à la différence entre
Newton et Einstein. Et il s'inscrit dans le sens de son historicité, des contextes, des intérêts et des valeurs qui y président. Et les faits ne sont des faits que quand ils deviennent des facteurs. Mais les facteurs eux-mêmes ne sont des facteurs que parce qu'ils sont en interaction. Il n'y a pas de fait isolé. Ça n'a strictement pas de sens. C'est pour ça d'ailleurs que la question du nombre de morts, même si je vais y venir un moment, n'est pas déterminante quand on veut juger d'un régime politique. Bien sûr, ce n'est pas pour rien qu'elle est importante, hein, mais elle n'est pas déterminante, elle n'est pas le dernier mot de la question. Pensez à une démocratie qui se défend contre une dictature ou contre le nazisme, comme tu fais dans la guerre 40-45. Ça implique pas mal de nombre de morts. On popularise beaucoup actuellement le fameux bombardement de Dresde par les Alliés, hein, qui a écrasé une ville, qui a fait fuir les habitants, les femmes et les enfants, dans des circonstances affreuses. Bien entendu, personne n'est pour. Mais on ne va pas dire pour autant qu'il ne fallait pas faire la Deuxième Guerre mondiale, enfin, qu'il ne fallait pas lutter contre l'hitlérisme. Enfin, le sens de l'histoire. L'histoire, bien sûr, c'est une science humaine, c'est une connaissance humaine, mais qui a éclaté en théories différentes. Hein. Aujourd'hui, vous savez bien, on n'en est plus à l'histoire des dates de naissance, de couronnement, etc., de roi et de couronnement. On n'en est plus là. On en est à des objets tout à fait différents, aussi bien la tuile du toit que la démographie, que les mouvements économiques, etc. L'histoire a plein de théories différentes qui l'articulent, mais qui ne sont pas jointes pour autant et qui ne donnent pas une connaissance historique. Sans compter que le sens de l'histoire implique qu'il n'y a pas de fin de l'histoire. Il y a eu une grosse bêtise, j'allais dire, une grosse bêtise, dans les années 80, à la chute de l'Union soviétique, hein, quand Fukuyama, un philosophe américain, a publié un livre qui s'appelait « La fin de l'histoire », qui était d'ailleurs un vieux thème qui remontait à la philosophie, à Hegel, etc. Et bien entendu, il n'y a pas de fin de l'histoire. Il suffit de penser aux guerres, même si les guerres ne sont pas le seul signe de l'histoire, mais le conflit économique, etc. Rien n'est achevé. L'histoire, c'est l'inachevable par excellence. Donc le sens de l'histoire implique qu'il y a des puissances en interaction. Il n'y a pas un fait comme la chute, aussi important qu'il soit, la chute de l'URSS, bien sûr. Enfin, on est bien payé aujourd'hui avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour voir que cette chute de l'URSS ne signifie pas la fin d'un pouvoir russe qui a tout de même des désirs d'expansion et donc des désirs qui ne met pas fin à son développement. Voilà, c'était pour mettre les choses au point. Alors j'en viens à ma question, la question qui nous réunit. Est-ce qu'il y a une pensée maoïste et une contribution chinoise à la démocratie ? Bon, d'abord, je rappelle que le mot démocratie peut être précédé ou suivi, plutôt suivi, d'une kyrielle d'adjectifs. Hein. On parle de démocratie libérale, de démocratie sociale, de démocratie populaire, de démocratie constitutionnelle, de démocratie soviétique, de conseil communal ou de communaliste, de communautaire et bien sûr communiste, de démocratie communiste. Donc il y a une polysémie, il y a une dissémination, hein, plus qu'une polysémie. On n'a pas prévu le nombre d'adjectifs qu'on va pouvoir encore mettre derrière le mot démocratie, qui peut contaminer tout l'usage verbal du mot démocratie. Pour secouer un peu le confort de nos certitudes, un détour rétrospectif sur l'expérience chinoise du communisme donc, et des principes politiques de Mao ne peut-elle, en définitive, leur échec politique flagrant, nous faire découvrir des événements et des éléments démocratiques inconnus ou en tout cas spécifiques. La genèse moderne des démocraties en Occident a été largement dominée par les idées libérales, de droit privé, de propriété, de la propriété, de libre entreprise pour le profit et de privilèges masculins. Autrement dit, la liberté économique, et en particulier le droit de propriété privée étendu aux moyens de production, en dépit de la triple proclamation de liberté, égalité, fraternité, fut d'abord à l'avant-plan, ce droit privé de la propriété, fut d'abord à l'avant-plan des valeurs symboliquement avec la Révolution française.
hein. Même s'il y avait liberté, égalité, fraternité au fronton, c'était d'abord le droit de la propriété privée des bourgeois. Les libertés politiques, avec l'égalité qui les soutient, ne vinrent à l'avant-plan que sous les effets des luttes ouvrières au XIXe siècle et des suites, entre autres anticoloniales et féministes, de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. De façon déclarée, sous l'invocation théorique du marxisme-léninisme, les valeurs d'égalité et de communauté dominent la genèse des régimes communistes. Mais malgré donc, on pourrait penser que c'est un contrepoids aux valeurs de liberté, et d'abord de liberté, même si c'est au départ restreint à la liberté de propriété, du côté des républiques, on va dire. Mais malgré l'apport décisif de l'URSS à la victoire contre le nazisme, le régime stalinien témoigna d'une régression des libertés au point de s'étendre à tous les droits fondamentaux et à la vie privée elle-même, motif de sa caractérisation de régime totalitaire. On peut discuter beaucoup de ce que c'est à strictement parler d'un régime totalitaire. Bon, c'est un système véritablement de terreur, d'idéologie dominante, unilatérale, mais c'est surtout le critère le plus frappant, c'est dans son application l'absence de droit privé, hein, l'absence de vie privée. Hein, dans un régime totalitaire, on décide de mes enfants, de la manière dont je devrais les éduquer, etc., etc. De la manière dont je devrais organiser mes loisirs, de la manière dont je devrais voyager, etc. On ne pouvait pas voyager sous Staline. Voilà. Donc, en même temps, à côté de progrès dans l'égalité économique, qui ont eu lieu, malgré tout, par rapport à la Russie tsariste, une nouvelle classe de privilégiés elle est vite apparue en URSS, issue de la bureaucratie d'État, hein, qui devait assurer donc sa supériorité économique par un pouvoir politique quasi absolu. C'est cet engrenage-là, évidemment, qui est au cœur et que le trotskisme, entre autres, a souvent dénoncé sans pour autant s'en détacher complètement. Cet échec de l'URSS devait fortement inquiéter les dirigeants chinois et singulièrement Mao Tse-tung, qui avait déjà dû s'opposer au dogmatisme stalinien, je l'ai dit, en privilégiant la paysannerie. La révolution nationale que Mao avait faite, c'est ce qu'il appelait la nouvelle démocratie, unifiait les ouvriers, les paysans et la bourgeoisie nationale. Contre qui? Contre le Japon, contre l'impérialisme japonais. Pour assurer donc cette révolution en Chine. Sous son égide, deux grandes tentatives, sous l'égide de Mao donc, de renforcement des idéaux communistes eurent lieu. Le grand bond en avant et la grande révolution culturelle, qui se soldèrent tous les deux par un double échec. Le grand bond en avant était surtout économique, la grande révolution culturelle était principalement idéologique. Aujourd'hui, le régime mixte, on le savait bien, de capitalisme privé et de capitalisme étatique, a permis une progression économique spectaculaire de la Chine, mais accompagnée d'une régression politique qui fait parler peut-être à tort de néo-totalitarisme. Ça, on pourra en discuter si vous voulez après. Oui, j'ai oublié de dire que je suis censé faire un exposé d'1h15 et on a 3/4 d'heure de questions qui sont réservées après. Donc voilà, ça accompagne une régression politique qui fait parler peut-être de néo-totalitarisme, en tout cas qui indique une dictature déclarée du Parti communiste sur la société chinoise. Mais ce n'est pas le bilan politico-économique isolé de la Chine communiste qui sera à l'avant-plan des quelques réflexions qui suivent. Le fil qui sera suivi est celui de l'idéologie qui a accompagné ce régime chinois, la dite pensée de son dirigeant principal, Mao Tse-tung. La seconde expérience, l'expérience sur laquelle je m'appuie est celle de la révolution culturelle et l'étude historique de la révolution culturelle en Chine, que j'ai menée dans une revue qui s'appelle Uhlenspiegel, qui paraît en Belgique, une revue à la fois de stratégie et de culture, qui est dirigée par mon ami, cependant différent de moi du point de vue des opinions politiques, Richard Miller, que vous connaissez peut-être. Donc, j'ai fait l'hypothèse de deux révolutions culturelles dans un numéro spécial de cette revue sur la Chine. Il y a eu deux révolutions culturelles, lesquelles? Celle dominante, bien sûr, c'est la thèse qu'on trouve dans beaucoup de livres, dans la plupart des livres sur la révolution culturelle, qui opposait les dirigeants de la Chine entre 1966 et 1976, une lutte pour le pouvoir, et celle qui est dominée, une deuxième révolution culturelle, mais qui a été dominée
mais qui est d'abord de millions de révoltés, assimilés aux gardes rouges, qui ont traversé la Chine, renversé pas mal de mandarina, bureaucrates, politiciens, professeurs, petits chefs d'usine et d'entreprises agricoles, et tenté d'instituer, en tout cas dans le meilleur des cas, un régime calqué sur les principes de la Commune de Paris. Un système démocratique, parce que, je dois le souligner, ces principes de la Commune de Paris étaient diffusés en Chine. C'est assez étonnant, hein, la Commune de Paris de 1870. Et quels étaient ces principes? C'était un système démocratique de délégués, et non pas de représentants du parti, élus provisoirement, révocables et organisés dans des conseils locaux. Donc une démocratie directe d'une certaine façon, même si une démocratie n'est jamais directe et que les délégués existent, donc c'est déjà de l'indirect, mais des délégués élus, contrôlés et qui sont révocables durant leur mandat et qui ont un mandat précis. C'est comme ça que c'est organisé pendant les quelques semaines, même pas quelques mois, je crois, de la Commune de Paris. Pour la petite histoire, on raconte que Lénine a dansé le jour où la révolution russe de 1917 avait dépassé le temps de la Commune de Paris. Se disant, au moins, on a réussi un peu mieux qu'eux, etc. Malheureusement, la suite n'a pas été à la hauteur de cela. N'oubliez pas que URSS, et en tout cas le début du communisme en URSS, parlait de soviets, et soviets, ça veut dire conseil. Hein, c'est un système des conseils, c'est pas par hasard. Donc cette tradition des conseils venus de la Commune de Paris, des comités, si vous voulez, des comités de base, aujourd'hui on dirait ça, c'est une tradition véritablement dans le communisme. Autrement dit, des percées démocratiques donnent à penser la même ou de façon patente, évidente, les régimes dictatoriaux ont été préconisés théoriquement et instaurés politiquement. D'où deux questions qui sont recentrées sur l'expérience du communisme chinois. Première question, y a-t-il dans certains textes de Mao des éléments qui favorisent l'ouverture démocratique? Et deuxième question, que sont-ils devenus, en particulier après la révolution culturelle? Alors d'abord, l'idéologie et la pensée chez Mao Tse-tung. Suffit-il de cataloguer Mao d'idéologue du marxisme-léninisme pour saisir l'importance qu'est devenue la Chine, même en se limitant au temps de sa direction? Même en s'en tenant aux faits, et je vous l'ai dit, il faut qu'un fait soit un facteur, et un facteur en interaction pour qu'il devienne important. Et en se demandant s'ils sont des facteurs, la réponse est non. Et d'abord parce qu'aucun fait ne se présente sans un contexte et une interprétation qui le construisent fragmentairement. Deux exemples. Mao est président du PC chinois de 1945 à sa mort en 1976. Mais il a bien avant organisé et dirigé la grande marche de l'armée populaire de libération de la Chine contre le Japon, tout en défendant des thèses, comme je vous l'ai dit, contestées par le dogmatisme communiste international dominé par Staline. Dans un texte-programme, l'alliance des prolétaires, des paysans et des bourgeois nationalistes. La fameuse nouvelle démocratie, c'est le titre de ces textes. De plus, même à cette époque, il a participé au moins à des massacres, bien sûr, c'était la guerre, y compris à l'intérieur du Parti communiste chinois. Ça, il faut s'en souvenir, la pratique interne des partis communistes, et Mao n'y a pas échappé, est souvent faite de règlements de compte qui peuvent tourner au massacre. D'où le second exemple, celui de ce fait frappant s'il en est, le nombre de morts plus dû à la guerre, à la famine, le grand bond en avant économique s'est soldé par une immense famine, à la révolte et à la répression dans les camps comme par l'armée. Alors, je me concentre sur la révolution culturelle. Et c'est le seul exemple que je donnerai, mais pour vous montrer la difficulté à se contenter de chiffres. S'agissant de la révolution culturelle, que j'ai donc étudiée en détail dans cet article de la revue Eulenspiegel, les deux révolutions culturelles, les chiffres avancés par les officiels chinois, comme par les historiens internationaux, varient déjà du tout au tout au regard de la population chinoise. À l'époque, la population chinoise elle est entre 600 et 700 millions d'habitants. D'après les spécialistes, 700 millions, d'après Mao, dans ses textes, 600 millions. Bon, c'est pas, pour nous pas important. Donc, dans les années 60. Simon Leys, qui est bien connu pour avoir été un des premiers à avoir dénoncé Mao Tse-tung et les méfaits de la révolution culturelle, Simon Leys, et c'est sur la Chine qui est paru dans
les éditions Bouquin. Tous ses essais sur la Chine ont été rassemblés dans les éditions Bouquin, mais son premier livre avait fait grand bruit, Les habits neufs du président Mao. Donc Timor-Leste parle de 500 000 morts. Mais Wikipédia, aujourd'hui, estime que le nombre de morts varie de 20 à 43 millions. Vous voyez déjà la différence colossale. Suivant les données officielles, il serait de plus de 2,5 millions, les données officielles de la Chine, 2,5 millions. Donc 20, 43 millions Wikipédia, Timor-Leste 500 000, les données officielles 2,5 millions. Enfin, les spécialistes. La dernière révolution de Mao, Histoire de la révolution culturelle, 66-76, c'est paru chez Gallimard, qui marque deux spécialistes qui sont MacFraguard et Schoonals, considèrent qu'il ne dépasse pas le million. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces chiffres? La construction fragmentaire de ce fait dépend ainsi de celui ou ceux qui l'énoncent, outre que tous ou la plupart reconnaissent que ces morts sont moins causées, et c'est ça le plus important, par les excès des gardes rouges. Parce que l'habitude, c'est de dire il y a eu des excès des gardes rouges, bien sûr. Ils ont humilié les mandarins, les professeurs, les chefs d'entreprise, etc., de façon violente, parce qu'ils ont été déchaînés. Je veux dire, Mao leur a ouvert la Chine. Il était interdit de voyager. Du jour au lendemain, ils ont pu prendre tous les trains qu'ils voulaient pour aller partout en Chine. On ne peut pas imaginer ce que c'est que pour un jeune garde rouge, donc un jeune homme de 15-20 ans, qui n'a comme seule mentalité que l'idéologie communiste, l'éducation au marxisme-léninisme. Eh bien, mais qui ne vit que dans un tout petit coin isolé de la Chine et ne peut pas en partir. Du jour au lendemain, il peut partir partout. Et du jour au lendemain, on lui dit il faut oser se révolter, etc., etc. Voilà. Donc, les excès des gardes rouges, donc il y a eu des excès à partir de là, à partir de cette espèce de déflagration de millions de jeunes qu'on appelle les gardes rouges. Mais ces excès des gardes rouges sont bien inférieurs à la répression massive par l'armée populaire. Parce qu'à un certain moment, après 2 ans, la direction communiste, et Mao Tse-tung lui-même, qui avait lancé pourtant la révolution culturelle, a décrété que c'était fini, que les gens devaient rentrer chez eux, etc. Et bien entendu, tous ces jeunes qui s'étaient parfois emparés de garnisons, d'armes, etc., n'ont pas voulu rentrer chez eux, et donc ils ont été très violemment réprimés par l'armée populaire de la Chine communiste. Et donc ces morts, vous voyez, non seulement les chiffres varient, mais en plus il faut savoir, et là on ne le saura pas rapidement, parce que comme vous savez, les archives chinoises ne sont pas accessibles, et même ont été beaucoup détruites, surtout celles de la révolution culturelle. En tout cas, tout ça montre bien que la répression massive et le nombre de morts vient d'abord de l'armée populaire. Voilà. Et en plus, je tiens toujours à le rappeler, pour ne pas avoir l'air d'être un propagandiste du libéralisme unilatéralement, on sait très bien que le colonialisme, la guerre du Vietnam, etc., enfin les guerres coloniales, que ce soit en Algérie, en Corée, etc., ont causé, enfin pas colonial en Corée, mais je veux dire dans les pays comme l'Algérie d'abord en premier lieu, ont causé aussi évidemment beaucoup de morts. Et voilà, de misère, de famine, etc. Sans parler des approvisionnements et des accidents de travail chez nous, comme dans les pays socialistes d'ailleurs. De nouveau, je pense qu'on ne peut pas... C'est pour ça qu'il faut faire de la philosophie politique et pas uniquement du comptage de faits, du comptage de chiffres et de faits, etc. L'histoire de quelques pays ou régimes qu'elle soit ne se limite pas au bilan des morts. Mais reprenons les textes dont je vous avais parlé de Mao Tse-tung, sans oublier qu'ils sont des textes idéologiques. Ils sont des textes qui ont une véritable pensée philosophique, mais qui sont en même temps idéologiques, puisqu'ils ont un but d'éducation des cadres du Parti communiste chinois. Mais ils sont motivés donc à la fois par des buts politiques et pédagogiques, éducatifs même, en direction de ces cadres. Le premier, c'est de la pratique. Dans ce livre, dans ce texte-là, Mao cible apparemment le dogmatisme. Ça, c'est une vieille tradition, puisque on sait bien, le communisme, c'est, comme on a dit, Marx a remis Hegel sur ses pieds. Vous voyez, c'est-à-dire l'idéalisme hegelien est devenu un matérialisme, et donc le communisme est toujours
apparemment antidogmatique, très, très lié aux faits, très lié à la réalité, à l'empirique, etc. Mais l'empirisme, si on lit le texte de Mao Tse-tung, l'empirisme est tout autant critiqué, au point que l'on peut à juste titre penser que la naïveté empiriste est la principale cible politique de Mao. Et ce ne serait pas étonnant, puisqu'il s'adresse à des cadres qui sont peu éduqués. Il faut se souvenir de la pratique. C'est un texte qui est assez ancien. Je pense qu'il doit dater des années 50. Oui, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, la Chine n'est pas encore un pays développé avec des universités pointues comme aujourd'hui. Il n'y a aucun rapport avec ça. Hein. Elle est un pays qui sort semi-féodal, comme disait Mao. Hein, semi-féodal. Et donc, bon, semi-moderne aussi, mais tout de même très très peu par rapport à cette immense paysannerie peu éduquée qui était pourtant la majorité des citoyens. Donc, je pense qu'on peut considérer que la naïveté empiriste est la principale cible politique de Mao. De façon élémentaire, Mao rappelle en effet que la connaissance sensible ne suffit pas. La connaissance sensible ne suffit pas, c'est ça contre l'empirisme, mais que l'expérience indirecte, c'est la première chose qu'il met en avant, est produite et produit la majorité de nos connaissances. La connaissance indirecte. Bon, il souligne cette connaissance indirecte, c'est la connaissance des expériences passées. C'est comme ça qu'il l'entend. Mais il ajoute quelque chose de plus important encore. Il souligne, et je le cite, qu'il faut sauter de la connaissance sensible à la connaissance rationnelle. Il faut sauter de la connaissance sensible à la connaissance rationnelle. Il ne suffit pas d'empiler les faits, vous voyez, d'empirer l'empirique, hein, d'empiler tous les constats qu'on peut faire dans la société, la pauvreté, tout ce qu'on veut, les difficultés, peu importe. Il faut passer de la connaissance sensible à la connaissance rationnelle. Ceci dit, et je le cite de nouveau, contre les praticiens vulgaires qui s'inclinent devant l'expérience, et dédaignent la théorie. Vous voyez ? Bon. Donc ce saut est une indication singulière, même si elle s'accompagne de rappels de la nécessité de partir de l'expérience, de l'exigence de transformer le monde, bien sûr. Hein, ça, c'est la fameuse thèse de Marx. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il faut le transformer. Et de l'affirmation du processus infini de la connaissance. Les dernières phrases le répètent, la pratique, la connaissance, puis de nouveau la pratique et la connaissance, cette forme cyclique n'a pas de fin, dit Mao, qui donne un beau sens de l'histoire. Malgré donc un usage traditionnel, sinon confus des concepts, dont une opposition élémentaire entre sujet et objet, un privilège contredit de la sensation et une réduction, sauf une seule fois où l'art est mentionné, de la culture à la science, ce texte a tout de même le mérite de mettre en avant un processus contradictoire et inachevable de la connaissance, voire même d'insister sur le moment décisif, hein, ce fameux saut de l'effort pour atteindre la connaissance dite rationnelle, sans pour autant arrêter le cycle sans fin, connaissance pratique. Alors j'en viens au deuxième texte de Mao, qui est le plus important, pour lequel je vous ai donné une feuille, c'est ceux qui l'ont reçu. C'est le texte donc de la contradiction. Cette partie articule le texte de la contradiction. Vous pouvez suivre en même temps sur le schéma que j'ai donné. La première partie oppose deux conceptions du monde. L'une dite de la métaphysique, ou de l'évolutionnisme vulgaire, ou du matérialisme mécaniste, qui ne voit que les changements quantitatifs, dus à des causes extérieures. Quels changements quantitatifs, le climat, la géographie, donc l'idée d'un monde immuable qui évolue de façon quantitative, par croissance. Oui. Bien sûr, il vise le capitalisme. L'autre dit du matérialisme dialectique, l'autre conception de l'évolution. Ce n'est pas une évolution quantitative, dit Mao. C'est une évolution où on met l'accent sur le développement qualitatif des choses et des phénomènes, qui sont dus à quoi ? Aux contradictions internes, non pas des contradictions externes. Le climat, c'est extérieur, la géographie, c'est extérieur. Mais aux contradictions internes des sociétés, comme d'ailleurs de la nature. On ne va pas discuter de ça, qui est une dialectique de la nature avec des causes internes et spécifiques. C'est tout un autre problème et, qui dépasserait tout à fait l'exposé aujourd'hui. Tout au long, son texte
s'appuiera sur cette conception léniniste de l'histoire qui met en avant la base interne de la contradiction, sa spécificité, sa différence qualitative. Donc quand on cherche à comprendre l'évolution d'un pays, dit Mao, et l'évolution de notre pays, la Chine, etc., nous devons trouver ce qui est spécifique à l'intérieur. Ce qui est tout de même déjà une idée assez importante et qui ne renvoie pas tout à l'extérieur. Au contraire, hein, c'est ça. Déjà, il faut remarquer que cette orientation, si elle exalte le mouvement contradictoire des choses et des phénomènes, elle le fait en privilégiant les facteurs intérieurs, donc, tels la lutte de classe, bien sûr, ce qui participe de la métaphysique moderne de la subjectivité. Mais ça, c'est une chose sur laquelle je reviendrai. Hein. Le fait que cette spécificité intérieure, Mao finira par la résoudre, par la réduire à la lutte des classes, entre la classe possédante et la classe possédée, ça, c'est évidemment une métaphysique propre au marxisme. À envisager le cas de la guerre, il est pourtant difficile de séparer les facteurs internes et externes. Bien entendu, on ne peut pas les séparer non plus. La deuxième partie, mais sur cette base donc d'une idée assez juste que l'évolution principale est toujours intérieure, la deuxième partie défend l'universalité de la contradiction. Dans la nature comme dans l'histoire, encore une fois, je laisse tomber la nature, ce qui pose un principe d'autant plus absolu, qui hérité de l'idéalisme allemand d'ailleurs à propos de la nature, qu'il refuse de voir dans la différence autre chose qu'une contradiction. Il y a déjà là un infléchissement sur lequel, en tant que philosophe, je me sens moins à l'aise. Hein. Autant l'idée d'une contradiction interne comme étant la plus importante, la plus décisive, même si elle n'exclut pas les contradictions externes, autant l'idée que la contradiction est la même chose que la différence. Il ne dit pas ça, mais justement, réduire toute différence à des contradictions, c'est un des enjeux qui nous oppose, qui m'oppose en tout cas, philosophiquement, au marxisme-léninisme maoïsme. À l'arrière-plan de ce refus, il n'y a rien d'autre que la conception marxiste de l'histoire qui privilégie l'affrontement duel entre deux classes, et seulement deux classes, lesquelles portent en elles la dualisation théorique de la philosophie politique, de la socio-économie et de l'histoire du même coup, et tous les simplismes dévastateurs qui en découlent. Pourtant, la troisième partie met l'accent sur le caractère spécifique de la contradiction, ce qui pourrait introduire justement un élément de différence. Et c'est ce que va faire Mao d'ailleurs. La primauté de sa cause interne, c'est ce qu'il avait dit, ou si l'on veut, dit Mao, de la diversité infinie des choses. La diversité infinie. Donc là, on est dans la différence, on n'est plus dans la simple opposition, et encore moins dans l'opposition duel bourgeois-prolétaire, des choses comme ça. Enfin, j'espère que personne ici, par rapport à notre société, imagine qu'il suffit de pointer prolétaires et bourgeois pour comprendre le fonctionnement de notre société. Et les luttes qui sont réelles, mais qui ne se résument pas à deux classes majeures comme ça, qui auraient tout pouvoir, ou qui seraient les deux seuls pouvoirs en cause. Sans renoncer à l'idée d'une contradiction fondamentale, et surtout, alors il ajoute, aux deux aspects de la contradiction. Donc, il y a une contradiction interne à toute société, qui est la chose la plus importante pour comprendre son développement, mais cette contradiction interne a une diversité infinie, et en plus, elle a deux aspects. Elle a un aspect principal et un aspect secondaire. Exemple frappant, l'opposition duel entre le caractère organisé de la production, dit Mao, et le caractère privé de la propriété. Il retombe tout le temps dans le dualisme, mais n'empêche que on va voir plus loin qu'il va parfois plus profondément. C'est une opposition sur laquelle les régimes communistes n'ont cessé d'achopper, bien entendu. Les quatrième et cinquième parties, bon, évidemment, si je dis qu'il n'y a que deux oppositions, aspect principal et aspect secondaire, contradiction principale et contradiction secondaire, on tombe dans le marxisme classique. La contradiction principale est économique. La contradiction secondaire, c'est toujours idéologique, culturelle, tout ce qu'on veut, démographique, peu importe. En tout cas, c'est toujours comme ça que c'est vu. Et l'aspect principal et l'aspect secondaire, l'aspect principal, c'est la force motrice, et l'aspect secondaire, c'est la force qui subit le mouvement de l'évolution. Les quatrième et cinquième parties soulignent la contradiction principale et l'aspect principal de la contradiction, je viens déjà de le mentionner, qui est censé déterminer tous les autres. Dite secondaire, puis l'identité et la lutte des aspects de la contradiction.
l'identité et la lutte des aspects de la contradiction. Alors ça, c'est intéressant qu'ils disent l'identité des contradictions. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire que, même si on s'en tient au dualisme bourgeois-prolétaire, qu'est-ce que ça veut dire l'identité des deux? Mais c'est profondément vrai, évidemment, puisqu'il y a solidarité des contraires. Il n'y a pas de capitaliste sans ouvrier ou sans prolétaire, comme on dit dans le marxisme, mais il n'y a pas de prolétaire sans capitaliste non plus. Leur dépendance et leur interpénétration, puis leur possible conversion l'une dans l'autre, ce qui exige l'analyse sous tous ces aspects, dit Mao, avec y compris des rétroactions, donc des possibilités que ce qui était secondaire devienne principal ou ce qui était principal devienne secondaire. L'exigence révolutionnaire et l'antagonisme jusqu'à la violence sont ainsi théorisés dans la lignée de l'absolutisation d'un point de vue dualiste qu'un penseur de l'époque, Carl Schmitt, désigne comme étant le moteur de la politique. Carl Schmitt, qui a tout de même été un penseur proche du nazisme, disait qu'il y a de politique que quand on désigne un ennemi. S'il n'y a pas de désignation d'un ennemi, il n'y a pas de politique. On tombe là de nouveau dans le dualisme. Ce n'est pas étonnant qu'il ait été du côté du nazisme. Bien entendu, le penseur fascisant n'est pas cité par Mao, qui ne le connaissait sans doute pas. D'autant que la sixième partie et dernière partie, la dernière partie, la place de l'antagonisme dans la contradiction, la place de l'antagonisme. Donc, il y a eu conversion des contraires possibles. Il y a des moments où le capitalisme peut être plus important, où les bourgeois capitalistes ou les entrepreneurs, disons, peuvent être plus importants que les ouvriers, ou les ouvriers plus importants que les entrepreneurs, pour rester dans cette dualité. Mais il y a les employés, il y a les professeurs, il y a les commerçants, enfin, on sait très bien que tout ça, toutes ces notions de classe ne suffisent pas à caractériser la diversité de nos sociétés. Donc, la sixième et dernière partie, la place de l'antagonisme, cette fois-ci, de l'opposition donc complète dans la contradiction, semble ouvrir une autre perspective qui sera développée dans un autre texte important de la juste solution des contradictions au sein du peuple. Avant d'aborder ça, quelques remarques. Malgré leur subtilité, j'espère que oui, ça va, je suis dans les temps, les distinctions de Mao n'évitent pas la métaphysique, je l'ai dit, car leur matérialisme proclamé n'échappe pas au subjectivisme. De quoi s'agit-il? De la combinaison du dualisme et du volontarisme, qui peuvent se justifier dans ces luttes comme l'invasion de la Chine par le Japon, en contradiction absolue avec la défense nationale, en aucun cas dans l'activité politique démocratique. Le dualisme en politique échoue du point de vue du sens de la démocratie, puisqu'il échoue à comprendre le sens des divisions. Il a perdu le sens de la démocratie en perdant le sens des divisions. Bien entendu, il y a des divisions et des luttes, mais il faut garder le sens. Et il y a, comme disait Mao lui-même au départ, il y a une identité dans les luttes, dans les groupes opposés. Bon, vous allez voir une citation, vous allez sans doute mieux comprendre, je vous donnerai une citation de Mao qui est assez étonnante. Bon, donc évidemment, ces questions limites d'un antagonisme frontal absolu entre un côté et l'autre, ça existe au moment d'une invasion. L'invasion du Japon, de la Chine, là, évidemment, il n'y a pas de... Il y a une contradiction principale, avec l'aspect principal de la contradiction qui est qu'il faut chasser l'impérialisme japonais. Mais la réalité de la société est infiniment plus complexe. À la différence donc de la seule légalité républicaine, il est exigé, entre autres, de tenir en vue toutes les divisions de la société, leur diversité et leur développement dans le temps, dans la résistance républicaine contre l'envahisseur étranger. Nullement de la seule contradiction principale, que du reste reconnaît Mao en tant que susceptible de mutation, puisqu'il a bien dit qu'il y avait toujours identité et mouvement, changement dans l'opposition. L'opposition des masses et des nantis ou des propriétaires et des capitalistes n'a rien d'une analyse concrète suffisante. Le mot-clé de l'analyse marxiste, c'est toujours de dire analyse concrète d'une situation concrète. J'en viens à la contradiction radicale du maoïsme. Le contexte de la parution en 1957 de la juste solution des contradictions au sein du peuple. Vous entendez bien,
Donc, il avait terminé le texte de la contradiction par l'antagonisme des contradictions, dans la contradiction. Mais justement, il sait bien, et je vais venir à pour quelle raison il le sait bien, qu'il y a des contradictions qui ne sont pas antagonistes dans une société. Donc, de la juste solution des contradictions au sein du peuple, donc dans les gens qui sont censés être du même côté, qui ont les mêmes intérêts, comme d'ailleurs des textes qui vont inaugurer la révolution culturelle en 1966, renvoient toujours à un élément politique important, parmi d'autres, surtout liés aux échecs économiques. Il s'agit de quel élément? En 1956, de la révolution hongroise contre la dictature stalinienne du Parti communiste hongrois. Mao en parle 2-3 fois. C'est assez étonnant. Cette révolution hongroise, d'ailleurs, ce qui est assez piquant, c'est que quand il en parle, il dit les révoltes en Hongrie. Oui, c'est ça, les révoltes en Hongrie. Et en note, les éditions de Pékin mettent la rébellion réactionnaire ou bourgeoise. Enfin, Mao, non, il n'est pas aussi stupide à ce niveau-là. Il sait très bien que cette révolte est quelque chose d'interne, justement. C'est une contradiction interne. Ce n'est pas quelque chose payé par les Américains. Non, les ouvriers hongrois en 1956 ne se sont pas révoltés contre les Américains, payés par les Américains. Ils se sont révoltés contre une bureaucratie communiste qui les empêchait de se développer et d'avoir accès à la parole. Ils avaient d'ailleurs inventé, proposé des réformes démocratiques assez extraordinaires qui malheureusement n'ont jamais eu de suite. Entre autres, de créer à côté du gouvernement politique, donc ils ne voulaient pas mettre en question le Parti communiste, peut-être par prudence, mais enfin peu importe, mais à côté de ça, un gouvernement qu'ils appelaient économique, qui était un gouvernement tenu par des représentants syndicaux et autres venus des ouvriers eux-mêmes. Ouais. Donc c'était un double gouvernement, c'était audacieux. Bien entendu, ça pouvait être écrasé dans le sang par le stalinisme. Et c'est ce qui a eu lieu malheureusement. Donc Mao fait mention en 1956 de ça, de cette révolte ouvrière hongroise contre la dictature stalinienne. Et en plus, évidemment, il est frappé par la dénonciation partielle des crimes de Staline par Khrouchtchev. En 1956, c'est aussi le fameux rapport Khrouchtchev qui dénonce les crimes de Staline pour la première fois, même si c'est de façon partielle. Et donc, qui entraîne aussi un conflit idéologique entre l'URSS et la Chine au tournant des années 60. L'accusation que la Chine va faire à l'URSS d'être révisionniste, c'est-à-dire de ne pas garder en vue l'exacte ligne du communisme. Et enfin, dernier élément, c'est évidemment qui vient un peu plus tard, au début des années 60, c'est la mise en minorité de Mao à la tête du pouvoir central. Une mise en minorité dans la direction communiste qui est évidemment liée aux échecs économiques du grand bond en avant, qui ont causé une des plus grandes famines de l'histoire. C'est un échec terrible. Ce contexte est donc marqué par la menace de perdre le pouvoir, pour Mao, pour le Parti communiste et pour Mao lui-même. Dans les deux cas, la réaction du dirigeant apparaît d'abord comme un appel à l'ouverture, ça va être dans les années 56, et carrément une révolte de masse, ça c'est dans les années 66, en particulier des plus jeunes. Dans les deux cas, ce sursaut d'apparence démocratique se clôturera par la répression, je l'avais signalé dès le départ. Reprenons donc le texte sur de la juste solution des contradictions au sein du peuple. Après avoir mentionné explicitement les événements de Hongrie et les remous qu'ils ont provoqués parmi une partie de nos intellectuels, et d'ailleurs il y a une allusion assez indirecte parce qu'on n'a jamais accès, vous le savez bien, malheureusement, aux statistiques réelles et aux documents réels qui peuvent rendre compte de la situation de la Chine à l'époque. Mais enfin, il semble bien qu'il y a des révoltes ouvrières aussi en Chine à la même époque. Et en tout cas, des protestations d'intellectuels. Mao tente d'appliquer la distinction entre contradictions antagonistes et non antagonistes. Donc il se dit, voilà, c'est ça le point clé, c'est qu'on ne peut pas aller uniquement dans la position d'une contradiction antagoniste, donc qui fait qu'une grève ouvrière est vue tout de suite comme quelque chose qui vient de l'ennemi, qui vient des Américains qui l'ont payé ou je ne sais quoi, une protestation, une manifestation sous le régime totalitaire communiste, stalinien,
est toujours vu comme quelque chose qui vient de l'extérieur, cause extérieure, pas cause interne. Mao on voit bien qu'il y a une cause interne et que donc s'il y a des causes internes et qu'elle est même déterminante, il faut trouver une solution différente et pas la solution de lutte contre lutte, répression, autrement dit. Donc une double tâche est prescrite à partir de cette distinction entre contradiction antagoniste et contradiction non antagoniste. Éliminer les contre-révolutionnaires et tirer les leçons des erreurs commises. Il le reconnaît directement. Il ne manquerait plus que ça, d'ailleurs. Celle-ci concerne d'abord le monde paysan, il le cite, où les coopératives se heurtent entre elles, en elles et face à l'État. Par exemple, le fait du salaire plus élevé des ouvriers par rapport aux paysans. Donc, il va y avoir des protestations là-dessus. Ce genre d'erreur demande à être corrigé, dit Mao. Autre exemple, la rééducation des industriels et des commerçants. Parce que les industriels et les commerçants n'ont pas été supprimés, y compris des petites entreprises privées, et qui diffèrent de celles des ouvriers. Ou encore la situation des intellectuels, qui exigent plus de respect, mais surtout moins de suffisance de leur part pour acquérir la conception du monde communiste. Tout ça, c'est dans son texte. Et le marxisme-léninisme, ce qui exige un temps pour acquérir la conception communiste, la conception du monde communiste, et le marxisme-léninisme, la théorie marxiste-léniniste. Ce qui exige, dit Mao, un temps long. C'est une concession qu'il fait pour essayer de comprendre pourquoi tout le monde n'entre pas dans son schéma, dans le schéma du Parti communiste. Même si les méthodes de rééducation ont parfois été un peu rudes. C'est lui qui dit un peu rude, quoi. Un peu rude, bon, on met des gens en prison, on les renvoie à la campagne, etc. Enfin, la contradiction entre les Han, les Chinois de tradition, et les minorités nationales est mentionnée, mais le cas du Tibet est déclaré encore éloigné d'une application des réformes démocratiques. Donc les Tibétains ne sont pas... c'est un peu le même raisonnement que nous faisions avec les colonies. Hein. Les Congolais ne sont pas encore prêts pour la démocratie. Mais les Tibétains ne sont pas encore prêts pour la démocratie. Éloigné des réformes démocratiques, c'est lui qui dit, c'est-à-dire des contradictions qui peuvent se résoudre sans violence. Parce que c'est ça que ça veut dire pour lui. Quand on est apte aux réformes démocratiques, c'est qu'on peut résoudre la contradiction sans violence. Mais si on n'est pas apte, la violence est justifiée. Autrement dit, la démocratie comme solution non antagoniste aux contradictions, après tout, ça pourrait être une définition de la démocratie, n'est applicable, enfin je ne réduirai pas à ça, mais c'est pas aberrant de le dire, n'est applicable que depuis le point de vue central du sommet du pouvoir et de sa science marxiste supposée. Alors là, on ne peut plus être d'accord. Mao consacre ensuite une part de son intervention à prendre la mesure du mot d'ordre initial que sans fleurs s'épanouissent, que sans école rivalisent. Ça, c'est dans 1956. Donc, face à ces révoltes ouvrières en Hongrie, mais aussi probablement en Chine, à ces manifestations d'intellectuels, à ces dissensions manifestées par des intellectuels, il réagit en disant « contradiction non antagoniste, ces gens doivent être au pire rééduqués, en tout cas ne peuvent pas être réprimés, que sans fleurs s'épanouissent, que sans école rivalisent. » Censé favoriser le développement des arts et des sciences, ce mot d'ordre est aussi étendu à l'idéologie ambiante, à l'organisation socio-économique et même aux partis non communistes subsistants. Mais enfin, ces partis non communistes, comme vous savez, dans les pays communistes, ce sont des partis croupions, ce n'est pas de véritables partis d'opposition. L'arrière-fond de cette campagne, outre les événements de Hongrie, les troubles non spécifiés, mais qui témoignent d'une situation de crise en Chine. En 1956, dit-il, un petit nombre d'ouvriers et d'étudiants se met en grève dans certains endroits. C'est ça l'allusion que je fais. Qu'est-ce que ça veut dire dans certains endroits? Il ne parle plus de la Hongrie, là. Donc ça doit être certains endroits en Chine. Malheureusement, on n'en saura jamais beaucoup plus avant des années quand les historiens pourront enfin apprendre l'histoire de la Chine interne. Apparemment pour des revendications matérielles, donc ces revendications et ces grèves dans certains endroits, mais aussi à cause de deux autres facteurs, dit Mao, la bureaucratie des dirigeants, donc des gens du parti, et l'évolution idéologique et politique insuffisante des ouvriers et des étudiants. Bon, ça, c'est l'éternel reproche. Le mot d'ordre pour résoudre ces contradictions, c'est coexistence à long terme et contrôle mutuel.
coexistence à long terme et contrôle mutuel. C'est une citation que je fais de Mao. Mais à plusieurs conditions. Jusque-là, on aurait pu dire formidable. Lesquelles? Il y a plusieurs favorisations. Il faut favoriser l'union des nationalités. Favoriser l'union des nationalités. Pourquoi pas? Il faut favoriser l'édification socialiste et la solidarité internationale des pays socialistes et des peuples. Mais aussi favoriser des renforcements, celui de la dictature démocratique populaire et celui du centralisme démocratique. Et c'est là le nœud de l'affaire. C'est la question du centralisme démocratique. Puisque le centralisme démocratique, je crois que vous savez tous ce que c'est ce système pyramidal qui fait que, bien entendu, le Parti communiste est fait de multiples cellules où tout le monde peut adhérer si se sent l'élan et la sensibilité communiste, mais il n'a aucun pouvoir. Tout ce qu'il peut faire, c'est transmettre des opinions et qui au mieux remontent et qui finissent par être tranchées par le sommet, par le comité central, mais en fait par le secrétariat du comité central, c'est-à-dire le petit nombre de dirigeants qui sont censés détenir la vérité sur sur la réalité, sur l'évolution, justement. Donc, il s'agit ici de dictature derrière le mot de centralisme. Ici s'introduit le venin inoculé dans la démocratie dite populaire ou communiste. Si le maoïsme, à la suite du marxisme-léninisme, échoue ou a échoué, n'est-ce pas faute d'avoir résolu, pour employer le même terme que cette tradition, la contradiction patente entre l'analyse concrète des situations concrètes, laquelle dévoile de multiples contradictions ou différences dans la société, et la solution centralisée et dictatoriale, qui les dualise de façon volontariste et autoritaire. Pourtant, et ça c'est ma dernière remarque importante à propos de la pensée de Mao, les analyses de Mao révèlent un sens aigu et précis des divisions innombrables, pas des contradictions, des divisions innombrables. Je vous l'ai dit, le sens de la démocratie, c'est le sens des divisions entre concepts qu'on utilise pour la démocratie, mais le sens des divisions tout court. Un démocrate, quiconque reconnaît que dans une société, il n'y a que des divisions. Il n'y a pas une unité préalable, et dès que quelqu'un dit au nom de l'unité nationale, etc., on sait bien qu'il est en train de masquer les divisions réelles et qu'il faudrait au contraire affronter. Donc, ça révèle un sens aigu et précis des divisions innombrables de la société, à preuve donc l'extrait que je vais vous lire, et qui est étonnant de vérité. En effet, l'analyse, ou en tout cas l'énumération des contradictions par Mao, est parfois impressionnante et témoigne de sa lucidité, en dépit de son fond idéaliste subjectif. Le fond idéaliste subjectif, c'est seul le comité central peut décider, et le secrétaire général, le secrétariat central du comité central peut décider de la ligne à suivre. Alors, je cite, c'est un peu long, mais ce n'est pas difficile à suivre. Dans les conditions actuelles de notre pays, les contradictions, dans 56 tout ça, les contradictions au sein du peuple comprennent les contradictions au sein de la classe ouvrière. Les contradictions au sein de la classe ouvrière, ce n'est pas un bloc. Les contradictions au sein de la paysannerie, les contradictions parmi les intellectuels, les contradictions entre classe ouvrière et la paysannerie, les contradictions qui opposent les ouvriers et les paysans aux intellectuels, les contradictions qui opposent les ouvriers et les autres travailleurs à la bourgeoisie nationale. La bourgeoisie nationale, c'est les entrepreneurs qu'on n'avait pas chassés et qui acceptent de travailler sous le régime communiste. Les contradictions au sein de la bourgeoisie nationale, etc., entre les bourgeois nationaux, etc., dit Mao, etc. Notre gouvernement populaire, je poursuis toujours, les contradictions, et est notre gouvernement populaire est l'authentique représentant des intérêts du peuple et est au service de celui-ci. Bon, ça c'est le refrain idéologique. Mais entre lui et les masses, entre le gouvernement populaire et les masses, il y a également des contradictions. Alors ça, c'est tout à fait étonnant, parce que c'est le nœud du totalitarisme. Qu'est-ce que c'est le totalitarisme? C'est la non-reconnaissance d'une division entre la société civile et l'État. C'est là que tout se joue. Donc, ce sont entre l'État, entre le gouvernement populaire et les masses, il y a également contradiction. Ce sont notamment celles qui existent entre les intérêts de l'État, de la collectivité et de l'individu. Les intérêts de l'individu, vous voyez.
entre la démocratie et le centralisme. Entre la démocratie et le centralisme. Il sait bien qu'il y a une contradiction entre les deux. Entre les dirigeants et les dirigés. Entre certains travailleurs de l'État qui pratiquent ainsi le travail bureaucratique, il emploie le mot bureaucratique, et les masses populaires. Ce sont là aussi des contradictions au sein du peuple. Tout ça, ce sont des contradictions au sein du peuple. Et donc, on ne voit pas pourquoi la démocratie n'est pas déduite, la démocratie comme nous l'entendons tout de même, pas par parti. Parce que ça, la question du parti, c'est une autre histoire. Pas uniquement par parti, en tout cas, n'est pas reconnue. Donc, outre les différenciations indéfinies, j'ai fini de citer, hein, par le fameux etc., hein, des contradictions, deux éléments cruciaux sont apparus. La contradiction entre l'État et la société civile et la tâche noire totalitaire des régimes communistes, hein, la tâche noire, la tare même des régimes communistes, qui ne veulent pas voir la division, puisque le Parti communiste, c'est le peuple, hein, et lui, il connaît la vérité du peuple, et donc il ne peut pas y avoir de contradiction entre lui et le peuple. Et puis, justement, j'ai dit le peuple, mais là, il y a quelque chose, une nuance qui fluctue dans le texte de Mao, qui est assez intéressante, et que l'autre chose qui est amenée, mais qui est une sorte de passe-partout, une distinction passe-partout que fait Mao entre le peuple et les masses. Oui. Alors là, tout dérape, parce que les masses, c'est ce qui est plein de divisions, plein de différences. Hein, aussi bien, je ne vais pas les reprendre, tout ce qu'il a donné comme exemple. Mais le peuple, c'est la vérité des masses que va dégager le parti. Oui. Et ça, cette différence, évidemment, elle est aussi canonique que fatale. Qui masque à peine donc la toute-puissance du parti et de son fonctionnement hiérarchique sous la loi des reins du dit centralisme démocratique. Seul le parti, en effet, seule sa direction peut décréter ce qui, des masses divisées, peut émerger au nom de l'unité du peuple. Le contraste est donc frappant entre cette analyse et la réalité historique, les échecs de la politique chinoise, entre famine massive et répression violente. Le lancement de la grande révolution culturelle prolétarienne est dû au moins autant à cet échec interne, à la mise en minorité de Mao au sommet du parti et à la conscience, fut-elle manipulée, bien entendu qu'il la manipule. Hein. C'est ce qu'avait vu très bien, très vite Simon Leys, mais qu'il a uniquement qu'il a privilégié. Il n'a pas voulu voir l'autre révolution culturelle qui se passait derrière, la deuxième, celle de la base, si vous voulez. Donc, fut-elle manipulée, donc des dissensions insupportables dans la société chinoise en 1966. Mais du même coup, ces dissensions insupportables, expliquent l'immense succès populaire, spécialement dans la jeunesse, invitée à oser se révolter, tout autant qu'à parcourir la Chine quasi librement au nom du « un se divise en deux ». Mao, il avait lancé des slogans assez géniaux à l'époque. Enfin, en tout cas, je suppose que vous avez, peut-être certains d'entre vous ont deviné que pendant 3 ans, j'ai cru au maoïsme. Voilà. Donc, entre 27 et 30 ans. Mais c'était l'époque de la guerre du Vietnam, c'était l'époque de la révolution culturelle, c'était l'époque de la chute du régime de Salazar, etc., etc. Bon, c'était un autre temps, et après 3 ans, j'ai vu clair, d'ailleurs, en allant dans la classe ouvrière. Bien, donc, tout en parcourir la Chine quasi librement, au nom du « un se divise en deux ». Hein. Oser se révolter et un se divise en deux. Il lance la révolution culturelle avec des slogans pareils. Ce sont des slogans qui couvrent évidemment sa lutte pour le pouvoir, mais tout de même qui sont suivis d'effets très réels, comme je vous l'ai dit. La liberté de voyager dans toute la Chine, qui est à peine impensable pour l'époque. Hein. Et donc la liberté de critiquer tous les petits dirigeants qui pullulent dans une Chine qui reste malgré tout une Chine traditionnelle. Un professeur reste un mandarin. Hein. Bien entendu, on a tous en vue, je ne sais pas si vous connaissez ces images, de professeurs avec un bonnet d'âne sur la tête, qui doivent marcher dans la rue et les gens crachent dessus, etc. Bon, ça c'est sûr, c'est certain, ces excès des gardes rouges sont évidents. Mais il faut tout de même pas oublier que ces professeurs, ils avaient encore le droit de frapper, etc. Oui, c'était l'époque mandarinale encore qui était perpétuée. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'autres profs. C'était les mandarins de l'Ancien Régime qui avaient pu assurer la poursuite de l'enseignement. Avec de nouveaux profs, bien sûr, mais tout de même. La révolution chinoise date de 1947. Hein, on est en 1966, il n'y a même pas 20 ans. Enfin, il y a 20 ans. Voilà.
Donc, mais de nouveau, même le 1 se divise en deux. Le 1 se divise en deux, j'ai longtemps trouvé que c'était génial, et en même temps, c'est tout de même en deux. Oui. Or, 1 ne se divise pas en deux, 1 se divise en des multiples. Oui, c'est ça. C'est pas en deux qui se divise uniquement. Le 2 recommence à ses côtés manichéens, avec tout ce que ça entraîne, comme il y a un côté qui est vrai et l'autre qui est faux. Hein, avec cette façon de ne pas justement traiter les justes solutions au sein du peuple. La juste solution des contradictions au sein du peuple. Cela se divise en deux, qui entraîne la lutte à outrance entre les deux lignes, la révolutionnaire et la révisionniste. C'était les mots de l'époque. Hein. Le paradoxe des deux révolutions culturelles, celle d'en haut, pour la lutte pour le pouvoir, symbolisée par la destitution du président de la République, Liu Shaoqi, et celle d'en bas, marquée par les révoltes des gardes rouges, éclate ainsi. D'une part, elle libère les revendications les plus légitimes contre les dictatures bureaucratiques, de tous bords, de l'usine à l'école, sans oublier les campagnes, en s'appuyant sur les principes démocratiques de la Commune de Paris. Et c'est explicite. Hein. Ces textes de la Commune de Paris sont brandis par les gardes rouges, pas par tous, mais par les plus aguerris et surtout les plus conscients. Basés donc sur les conseils, hein, sur les comités de base, si vous voulez, dont il faut remarquer qu'ils faisaient partie de l'éducation des membres du parti. C'est le paradoxe du communisme, évidemment. Le communisme, il parle de communauté, il parle de droit des gens à parler, de l'égalité entre les hommes, etc. Et donc, effectivement, ce n'est pas étonnant que ça reste dans l'éducation communiste, l'éducation aux apports de la Commune de Paris, même s'ils ne sont pas du tout appliqués et au contraire confisqués par le système du Parti communiste, du Parti unique. Donc, basé sur les conseils, c'est ainsi que la Commune de Shanghai, hein, là, il y a un livre qui a été publié à l'édition de la Fabrique qui s'appelle « La Commune de Shanghai et la Commune de Paris » par un Chinois, Hong Shengjiang, qui a quitté la Chine, mais qui a participé à la Révolution culturelle, qui a donc connu de l'intérieur les textes qui aujourd'hui ont presque tous disparu. On a détruit la plupart des textes de la Révolution culturelle. Et cette Commune de Shanghai est racontée de façon très précise. Elle a duré près d'1 an. Elle était basée sur des conseils ou des comités, si vous voulez, avec des délégués, aux élus directs par des assemblées, avec un mandat limité et révocable. Et en plus, dans Shanghai, c'était tout de même le noyau de la révolution industrielle chinoise, du début de la révolution industrielle chinoise, Shanghai a progressé économiquement pendant cette année-là. Enfin, du moins, c'est ce que dit ce livre. Encore une fois, il nous manque évidemment de pouvoir contrôler sur place, mais il y a, semble-t-il, bien des possibilités de ce côté-là. Après 1 an, cette commune de Shanghai, donc qui regroupait tous des comités différents. C'est ça la commune de Shanghai. Hein. C'est tous des comités de quartier, d'usines, etc., qui envoient leurs délégués sur des tâches précises, qui ne sont élus que pour cette tâche-là, et qui sont même révocables s'ils n'appliquent pas convenablement ce pourquoi on les a délégués. D'autre part, comme rappelé plus haut, les désordres de la révolution culturelle entraînent, après moins de 2 ou 3 ans, la reprise en main par l'armée et le Parti communiste, causant de loin le plus grand nombre de morts, loin devant les excès des gardes rouges. Sans pouvoir entrer ici dans ces détails, donc je me permets de renvoyer à cette étude que j'ai publiée, une des rares études un peu historiques que je me suis donné à peine de faire, enfin historique de seconde main de toute façon, puisque c'est à travers une série de livres. Hein. Je n'ai pas pu aller en Chine et consulter le document. Malgré les progrès partiels dans certains secteurs économiques durant la révolution culturelle, donc entre autres dans cette commune de Shanghai, il y a des chiffres qui sont donnés, le tournant équivoque de mixte capitaliste libéral et communiste étatique de la Chine avec Deng Xiaoping et jusqu'à Xi Jinping aujourd'hui a permis à la fois un réel et même spectaculaire bond en avant économique sans aucune avancée démocratique. La répression de la place Tiananmen en avril et juin 1989, une manifestation à une occupation centrée par les participants sur la revendication de la 5e réforme démocratique. Deng Xiaoping avait dit qu'il faut 4 réformes démocratiques. J'ai oublié le détail, mais en fait, c'était surtout industriel, c'était surtout économique. Et évidemment, les manifestants de Tiananmen avaient réclamé la 5e réforme démocratique, c'est-à-dire une réforme politique, évidemment. Elle témoigne de ça.
Et aujourd'hui, malheureusement, donc cette répression témoigne de cet échec. Et aujourd'hui, l'idéologie dominante en Chine, c'est pas très connu du point de vue occidental, c'est le système Tangxia, qui veut dire littéralement tout sous le ciel, et qui en fait signifie la Chine monde harmonieux. C'est-à-dire, au fond, une sorte d'idéal opposé au système occidental de compétition, plus ou moins démocratique. Donc, c'est très curieux. Il y a à la fois une espèce d'exaltation de toutes les contradictions seront au sein du peuple, s'il fallait employer encore les mots de Mao, puisque la Chine monde harmonieux, c'est ça. Et en même temps, évidemment, un déni complet des divisions, puisque l'Occident, le monde occidental, est celui uniquement de la compétition plus ou moins démocratique. Aussi bancal que soit ce dernier, bien entendu. Je ne suis pas un partisan aveugle de la démocratie telle que nous la pratiquons. Donc cette idéologie d'inspiration confucéenne, parce que c'est ça, alors que Mao s'opposait le dernier mouvement de la révolution culturelle, ça a été Piling Pikong. Bon, alors ça voulait dire quoi? C'était contre Lin Piao, qui était le chef de l'armée et que Mao a été obligé de chasser, et qui d'ailleurs s'est enfoui vers l'URSS dans un avion. Vous voyez la confusion, et que l'avion a été abattu. Et Pikong, c'était contre Confucius, c'est-à-dire contre l'idée d'une harmonie préétablie, d'une harmonie spontanée. Donc ce système Tangxia, de Chine monde harmonieux, censé remplacer le système occidental de compétition, aussi bancal que soit de ce dernier, cette idéologie d'inspiration confucéenne ne fait qu'ajouter des inquiétantes aspirations impérialistes, puisque si la Chine est l'exemple mondial de l'harmonie, ben, il faut laisser dominer la Chine. Bon, voilà, par rapport aux échecs de la démocratie de la Chine contemporaine. Pour autant, peut-on parler de néo-totalitarisme malgré la répression des Ouïghours, des Tibétains et des minorités religieuses et culturelles, répression localement totalitaire, si l'on peut dire, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, localement totalitaire, en tout cas pour ces régions-là, puisqu'elles affectent la vie privée elle-même, la vie privée, la vie religieuse, la vie éducative, la vie familiale, etc. La réponse me semble négative globalement par rapport à l'idée d'un néo-totalitarisme chinois actuel, étant donné la liberté de circulation, qui est restée tout de même, y compris vers l'étranger, et la relative liberté d'entreprise, qui a introduit tout de même, bien sûr, des contradictions, et on peut le déplorer, mais il a introduit un réel progrès. Mais l'étiquetage général importe moins, peu importe finalement que la Chine soit néo-totalitaire ou pas totalitaire, etc. L'étiquetage général importe moins que la dénonciation précise des atteintes aux droits humains et des provocations expansionnistes de la Chine actuelle. J'en viens à mes propositions en guise de conclusion, et je suis bien dans les temps, là. Oui, ben voilà, on est juste à 1h15. Quelques propositions, donc, en guise de conclusion. Primo, les idéaux égalitaires des expériences communistes, y compris du communisme chinois, ne peuvent être déniés, singulièrement ceux des conseils mis en œuvre dans la Commune de Paris, revendiqués sous le nom de Soviet en URSS, mais vite abandonnés et réprimés, remis en acte dans certaines expériences de la révolution culturelle chinoise, entre autres au cours de la Commune de Shanghai, et même appliqués lors de nombreuses révoltes en Europe, comme aux USA de mai 68, c'est comme ça que les assemblées libres fonctionnaient en mai 68, à Occupation Wall Street, plus récemment, mais des dizaines d'autres. Même les Gilets jaunes, avec toutes les équivoques et les idéologies confuses qu'il y a eu là-dedans, plein de divisions dans les Gilets jaunes, évidemment, mais il y a eu un fonctionnement comme ça. Il y avait un fonctionnement par délégation. Et il y a eu à un moment un conseil des conseils de Gilets jaunes. Donc les Gilets jaunes, vous savez bien, étaient autour des carrefours. Ce n'était pas un petit groupe qui s'organisait autour de carrefours. Et ces Gilets jaunes élisaient des délégués qui ont même à un moment été réunis dans un conseil des conseils, donc, national, sur toute la France, avec une série de revendications précises, ce qui est tout à fait passé sous silence aujourd'hui. On voit les Gilets jaunes uniquement comme des proto-suppôts de Marine Le Pen, etc. Enfin, des gens racistes et tout ce qu'on veut. Enfin, toutes les... Bon, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, comme tous les mouvements spontanés. Donc,
pour rappel, cette exigence démocratique est celle d'assemblées de citoyens, de citoyennes, élaborant leurs revendications dans des débats libres et égaux, dans des assemblées, sans hiérarchie, et élisant directement leurs représentants provisoires pour l'application de mandats limités et révocables. Ces conseils locaux peuvent être regroupés pour certains enjeux de société en conseils des conseils, je viens de vous le rappeler, mais tout aussi mandatés provisoirement. La crise quasi absolue de la représentation par parti, je parle chez nous maintenant. Tout le monde sait bien qu'il y a une crise de la représentation dans la démocratie que je défends, notre démocratie bien sûr, mais elle est tout de même gangrenée par une crise de la représentation. Le pauvre Macron, pour ne pas prendre d'exemple en Belgique, mais j'en parlerai un peu de la Belgique à la fin, il est là, il ne comprend pas pourquoi il ne représente pas l'ensemble de la société, alors que c'est l'ensemble de la société qu'il a élu. Ouais. Il ne comprend pas que la représentation, ce n'est pas un mandat absolu et unique et irrévocable, etc. C'est au contraire révocable et c'est surtout pas, c'est surtout pas résumable en un seul homme. Bon, comme tout le système présidentiel français d'ailleurs. Donc, la crise quasi absolue de la représentation par parti dans nos sociétés, de démocratie parlementaire ou pire présidentielle, ne peut trouver un début d'issue que par des expériences allant dans ce sens. On va dans ce sens quand on fait de la participation. Vous savez bien, au niveau communal au moins, il y a beaucoup de groupes, on demande à des groupes de citoyens, parfois même tirés au sort, de participer. Mais ces participations sont sans mandat exécutif. Donc c'est des participations purement verbales et c'est je ne vais pas dire le comité central parce que tout de même c'est plus compliqué que ça, mais tout de même c'est le bourgmestre avec sa majorité ou même le ministère avec sa tête qui décide finalement ce qui de ces conseils de participation peut être appliqué ou ne peut pas être appliqué. Donc c'est pas quel que soit, on l'a vu en France, mais en Belgique aussi, il y a des cas beaucoup plus locaux, comme à Louvain-la-Neuve par exemple, et il y a des problèmes qui se posent d'ailleurs. Mais enfin, on peut en parler après si on veut. On a vu en France que le fameux comité à propos de l'écologie avait remis 50 revendications ou 50 recommandations au président français et qu'il n'y en a que 2 ou 3 qui ont été reprises. Ouais. Bon, voilà, ça c'est évidemment... Mais c'est tout de même, j'appellerais ça l'hommage de la vertu au vice, le fait qu'on essaye des participations. Mais il faut plus que des participations, il faut des véritables conseils. Faute de cela, donc, la tension démocratique entre liberté et égalité sera purement et simplement effacée au profit d'une semi-dictature technoparticratique que la libre entreprise et même la liberté de parole ne pourront compenser. C'est en tout cas mon avis. Deuxième conclusion. Les contributions de Mao Tse-tung à la théorie politique, si elle s'efforce de pratiquer l'analyse concrète, si elle s'attache à saisir les contradictions multiples sous leurs divers aspects, si même elle s'attache à penser la division inhérente au réel politico-social, vous vous souvenez, même l'État et la société civile sont en contradiction, sont divisés, ces contributions, malgré tout, restent tributaires de la métaphysique révolutionnaire, de son idéalisme subjectif. Il y a un volontarisme révolutionnaire, et donc un subjectivisme complet. C'est en pleine métaphysique moderne. Qu'est-ce que c'est la métaphysique moderne? C'est celle dont nous avons tous hérité. C'est fais-le toi-même. C'est je pense donc je suis ma seule source, mon seul fondement. Tout le monde doit devenir entrepreneur. Ça, c'est notre façon de pratiquer la métaphysique moderne. Alors, on peut traiter ça d'idéaliste, etc., parce que c'est pas vrai que par moi-même, je peux tout faire, et par moi-même, je suis mon seul entrepreneur, et tout ça. Bon, très, très bien. Mais quand le Parti communiste prétend sortir de ça sous prétexte de matérialisme, et qu'en réalité, c'est non seulement pas 1000 entrepreneurs qui peuvent avoir l'autonomie, ou 1000 intellectuels qui peuvent écrire ce qu'ils veulent, etc., ou 1000 parents qui peuvent éduquer leurs enfants comme ils veulent, c'est plus ça, mais c'est encore pire, puisque c'est la volonté du Parti communiste de centralisme démocratique qui préside à tout. Et c'est donc tout aussi métaphysique. Le fameux matérialisme dialectique marxiste-léniniste-maoïste n'est qu'un idéalisme de plus. Donc, sur ce fond volontariste et hiérarchique, il n'échappe pas à une vision dualiste de la réalité historique. Une vision dualiste, et pas une vision démocratique des divisions infinies et inachevées de la société et de l'histoire.
Troisième conséquence, troisième conclusion, en conséquence inévitable, la mise en pratique des systèmes communistes déniant les droits humains, avec les droits humains, les libertés d'expression, de manifestation et de grève, de réunion et d'organisation, a tragiquement empêché la mise en jeu démocratique de la tension entre liberté et égalité, entre autres tensions des divisions réelles. Elle a entraîné la chute de l'empire de l'URSS et l'échec des autres dictatures communistes, à l'exception de la Chine, qui n'a réussi sa progression économique que grâce à une injection massive de capitalisme aux procédés inégalitaires évidemment, désormais cumulés avec les procédés dictatoriaux de l'État et du Parti chinois. La Chine a le plaisir d'avoir les doubles défauts de chez nous, mais chez nous, au moins, ils peuvent être en partie combattus, et de chez nous, c'est-à-dire donc des inégalités produites par la compétition d'entreprises, si vous voulez, du capitalisme ou du néolibéralisme, peu importe les étiquettes qu'on met. Mais chez eux, c'est cumulé avec les procédés dictatoriaux de l'État et du Parti chinois qui n'ont pas du tout terminé. Bon, j'ai une dernière conclusion. Je voudrais froisser personne. Et si on me dit que ce n'est pas vrai, je ne demande pas mieux. Les partis européens d'extrême gauche, comme le PTB ou la France insoumise, s'ils n'osent plus se réclamer du communisme, sinon de la révolution, reproduisent dans leur lutte pour l'égalité les manquements à la liberté ancrés dans le système du centralisme dit démocratique, de sa hiérarchie et de ses cooptations, lequel gangrène même nos autres partis de façon aussi anti-égale qu'anti-libre. Je vous remercie.